Salut, c'est la Trinité. Aujourd'hui, on vous propose une réflexion sur le thème de la justice. Ce n'est plus à prouver dans l'univers de One Piece, chacun a sa propre vision de la justice. Et Oda, à travers ses personnages, nous propose différents points de vue. Cela nous amènera d'ailleurs à vous présenter sur la chaîne une théorie basée sur les scissions engendrées par les différentes visions de la justice. Que ce soit la justice absolue de notre cher Akainu, la justice modérée de Kizaru ou encore la justice molle d'Aokiji, à qui la Trinité prescrit au passage une petite boîte de Viagra, elles répondent au même principe. Certaines actions sont justes et équitables et d'autres non. Et ceux qui exercent des actions injustes et inéquitables doivent être punis en conséquence. Mais la justice ne se limite bien évidemment pas aux amiraux et à la marine en général. L'application des lois nécessite plusieurs institutions et plusieurs métiers. On peut alors citer les Shichibukai, le Cypher Pole ou encore les chasseurs de primes ou les polices locales. Le sujet de la justice est vaste car il n'existe pas de vision unanime de celle-ci et beaucoup l'appliquent pour leur propre intérêt. On peut par exemple citer Zoro qui avant de rejoindre Luffy traquait des pirates pour la thune mais appliquait tout de même une sorte de justice. Mais s'il n'existe pas d'interprétation unanime de la justice, elle a cependant un modèle. C'est le gouvernement mondial qui érige les lois et par conséquent pourvoit les postes lorsqu'une place est vacante. Et comme on a pu le constater après la bataille de Marineford, c'est Akainu qui a été promu amiral en chef et non Kuzan comme l'aurait voulu Sengoku. Le choix d'Akainu par le Gorosei n'est pas anodin. L'amiral en chef se trouve être l'incarnation de la justice des marines et du gouvernement et le Gorosei a privilégié Akainu et donc la justice absolue. Et notre réflexion d'aujourd'hui va s'attarder sur une question précise en rapport avec cette prise de parti du gouvernement mondial. La justice imposée par le gouvernement mondial est-elle vraiment juste? Cette question nécessite beaucoup de neutralité, étant donné qu'Oda nous a toujours placés du côté de la bande de Luffy, et qu'à nos yeux, les Mugiwara, bien qu'ils soient pirates, sont parfois plus justes que les marines. On va donc procéder comme on dit certes, avec un schéma basique, non, oui, synthèse. C'est parti! En effet, à plusieurs reprises, la justice absolue d'Akainu, en tant que lecteur, nous paraît injuste, notamment à cause de l'extrémisme de ceux qui emploient cette justice. On peut alors citer le cas d'Ohara, et plus particulièrement de cette loi qui empêche le monde de savoir ce qui s'est réellement passé durant les siècles oubliés. Cette loi qui, je vous le rappelle, a provoqué la mort de tout l'entourage de Robin durant son enfance, et donc des meilleurs archéologues de One Piece. D'ailleurs, si toutefois quelqu'un ne s'en souvenait plus, tous les habitants de l'île réfugiés sur un navire de la marine furent tués. Car Akainu, prenant déjà sa vision de la justice, n'étant encore que vice-amiral, a tiré au canon sur le bateau d'évacuation des civils. Il estimait qu'il suffirait d'un seul archéologue survivant à bord du bateau pour mettre en échec l'opération, et il ajouta que le mal se devait d'être détruit radicalement et qu'il n'aime pas faire les choses à moitié. 20 ans avant, Sakazuki prenait déjà cette justice absolue et cet extrémisme le poussa à tuer des civils non impliqués dans l'affaire des archéologues d'Ohara. On aimerait rappeler brièvement ce qu'est la justice. Elle renvoie tout d'abord à un idéal d'égalité, et c'est un principe philosophique, juridique et moral censé être fondé sur l'équité et le respect des droits, et je le répète, ceux qui incarnent la justice, donc dans One Piece, on peut prendre la marine pour exemple, se doivent de sanctionner les actions injustes et inéquitables. Mais dans ce cas, quels étaient les torts concrets des villageois? Akainu cependant affirme se battre pour que le mal ne subsiste plus. Mais est-ce qu'il ne l'alimente pas avec ce genre de comportement? En l'occurrence, il faudrait relativiser. Notre place de lecteur nous profère un certain attachement pour les pirates. Il est nécessaire de se rappeler qu'à plusieurs reprises, certains pirates agissaient clairement de façon mauvaise. Et le cas de l'équipage de Luffy relève quasiment de l'exception, bien qu'eux aussi agissent pour leurs propres intérêts, et peuvent donc commettre des actes dits mauvais. Ce qui est dérangeant avec cette forme de justice, c'est que l'extrémisme des idéaux d'Akainu et de la plupart des marines, oui parce qu'il faut quand même rappeler que c'est la forme de justice la plus répandue, amène à agir de façon personnelle en éradiquant le mal et pas toujours de façon juste. On s'éloigne donc de la neutralité plus proche du type de réflexion qu'a Kuzan en pesant le pour et le contre, avec Robin à Ohara par exemple. Et nous pouvons rallier cet éloignement de la neutralité pour une prise de parti plus personnelle au-delà de One Piece, à la vie réelle, avec des mouvements politiques tels que l'extrême droite et l'extrême gauche. Si l'incarnation de la justice se fait par l'amiral en chef, et que cette justice relève parfois du personnel, elle peut conduire à des injustices, ce qui est donc contradictoire. Et le Gorosei, en ayant choisi cette justice forte et absolue, nous confirme certains propos du professeur Clover. Le gouvernement a quelque chose à cacher. Le Gorosei a même confirmé tous les propos du professeur en affirmant qu'il en savait trop sur l'histoire. Cela confère donc une logique au choix de Sakazuki en tant qu'amiral en chef. Et oui, car c'est le Gorosei et par extension le gouvernement mondial qui serait embêté s'il y avait des fuites à propos de l'histoire. Le risque serait trop grand
de laisser par exemple Kuzan qui lui prône une justice dite molle, ou bien même Kizaru qui n'aurait sans doute pas tiré au canon sur les navires d'évacuation à Ohara, la place d'amiral en chef. La justice d'Akainu serait donc un outil, l'assurance de limiter la casse. Mais si elle fut choisie pour cette raison, elle ne le fut pas particulièrement pour que la marine et la justice soient justement justes. Mais relativisons, prenons un thé ou un café. On va donc passer à la deuxième partie de cette réflexion en considérant la justice absolue de Sakazuki comme la justice de référence dans le monde de One Piece, celle qu'a choisi le gouvernement mondial. Cette partie de la réflexion va nous demander plus que jamais de l'objectivité, mais certains arguments parlent d'eux-mêmes. Prenons l'exemple du défunt Ace. Sa mort attristante nous a laissé un sacré goût amer dans la bouche, mais Akainu, selon sa logique, l'aurait tué pour le bien de tout le monde. Au-delà du fait qu'il est le fils du grand Goldie Roger, il a agi avec les codes d'un pirate et a forcément enfreint des lois. Il a rejoint l'équipage de Barbe Blanche qui est de l'ancienne génération des héros tels que Garp, Rayleigh ou encore Roger, ou encore l'ancien amiral en chef Sengoku, avant de céder sa place à Marshall, dit Teach, aka l'homme qui a peur des dentistes. Et Barbe Blanche était un des 4 empereurs, et les 4 empereurs posent beaucoup de problèmes à la marine. Les torts de Ace n'étaient pas entièrement concentrés sur son sang, mais si Ace n'était pas devenu pirate, la marine aurait tout de même voulu l'exécuter. Sauf s'il était entièrement du côté de la marine. Bon, la marine n'est pas vraiment tolérante, et Akainu encore moins, ça c'est sûr, mais ils acceptent tout de même de conclure des alliances avec d'anciens pirates, les Shichibukai. On peut donc penser que si la marine avait vu un intérêt et avait pu tirer une propagande positive dans la vie d'Ace, il ne l'aurait pas tué. Bon, revenons à la version originale et ne nous égarons pas. Si nous avons mis en scène tout ce scénario parallèle à l'original, c'est pour vous faire comprendre que dans la version d'Oda, la vie d'Ace en elle-même représente une grosse menace qui incite à commettre de mauvaises choses. Roger, en quelques mots, a pu lancer une vague de piraterie. Ce qu'il faut réaliser, c'est que Roger, à lui tout seul, juste avant sa mort, a été celui qui a sans doute le plus fait chier sur le long terme la marine. Alors imaginez si Ace représentait aux yeux du monde un nouveau Roger. La marine aurait de nouveau beaucoup de problèmes. Que ce soit des problèmes d'image ou bien l'apparition de nouveaux ennemis. Akainu a tué Ace et a bien fait car sa vie représentait un énorme danger. Bon, au final cet événement a été diffusé et tout le monde a su que Ace était le fils de Roger et que Luffy était le fils de Dragon. Akainu a agi pour éviter de voir ressurgir une énorme vague de malfrats et a fait son devoir. Il a sans doute protégé de nombreuses vies. Et dans le fond on ne peut que le répéter, il fait son devoir et il est prêt à tout pour le faire. La justice molle de Kuzan n'aurait peut-être pas servi l'humanité, celle de Kizaru non plus. Akainu, même face à Koby, n'a pas oublié que tout récalcitrant pourrait causer beaucoup de problèmes et a failli le tuer pour passer. Au passage, merci Shanks. De la même façon, on peut revenir à l'incident d'Ohara et se dire que le siècle oublié, si le gouvernement mondial ne veut pas qu'il soit révélé, c'est que cela ne leur serait pas bénéfique. Mais le serait-ce à l'humanité ? Une révélation qui soulèverait des révolutions partout, que ce soit North Blue, South Blue, East Blue, West Blue et Grand Line, causerait sûrement beaucoup de problèmes. Akainu n'agit pas aveuglément, il a parfaitement conscience que parfois la justice va loin. Mais il pense que pour l'intérêt commun, il faut éradiquer le mal de façon absolue. Il n'aime pas faire les choses à moitié, et ses objectifs répondent à la notion d'équité. Il veut un monde sans criminels. Bon, on vous l'accorde, il ne respecte tout de même pas tous les droits humains. Pour outrepasser le sujet, on va finir par analyser une citation de Dofi. Les pirates seraient le mal, la marine la justice. Ces termes ont toujours évolué tout au long de l'histoire. Il y a des gamins qui n'ont jamais connu la paix et d'autres qui n'ont jamais connu la guerre. Comment veux-tu qu'ils aient les mêmes valeurs ? Ce sont ceux qui se tiennent au sommet qui définissent ce qu'est le bien et le mal. C'est pour ça que l'on est en pleine zone neutre. La justice vaincra-t-elle ? Bien sûr que oui, parce que la justice n'appartient qu'aux vainqueurs. Et oui, la notion de justice s'inversera peut-être un jour si le siècle oublié révèle certaines mauvaises intentions à jour. Peut-être que Dragon et ses hommes qui seront considérés comme la justice interne à One Piece. On ne peut donc tout simplement pas amener de réponse concrète à la question de cette réflexion, car ce serait une prise de parti trop personnelle et injustifiée. Comme dirait Kuzan, la chose appelée justice change de forme selon l'endroit où vous vous situez. Après avoir parlé de la justice en elle-même dans One Piece, on vous propose une petite théorie sur les réformes prises au niveau de la justice et de la marine dans les arcs à venir, et la création donc d'une néo-marine. Pour vous faciliter la compréhension, on pensait vous étayer nos propos sous forme de questions-réponses. Alors c'est parti. Que serait la néo-marine ? Ce serait tout simplement une nouvelle génération de réformistes de la marine qui préfèrent une justice plus souple à l'intérieur du gouvernement mondial, ce qui est totalement l'inverse des directives lancées par Sakazuki, l'actuel amiral en chef. Qui en ferait partie ? On a observé les différents personnages appartenant à la marine pouvant probablement faire partie de ce mouvement, et on en a trouvé pas mal. Par exemple Fujitora, on ne vous apprend rien, Fujitora est totalement contre les manières du gouvernement mondial actuel. Il est pour l'abolition des Shichibukai et pour une justice plus souple. Il est prêt même parfois à coopérer avec de grands guillemets avec des pirates, comme ce fut le cas à Dressrosa avec les Mugi. Aokiji. Tout comme Fujitora, il est pour une justice plus souple. On ne sait pas trop ce qu'il trafique avec Barbe Noire, mais ce qui est sûr, c'est que les événements de Punk Hazard, le combat, nous prouvent de quel côté est Kuzan. Sengoku.
Il est l'ancien amiral en chef de la marine. Contrairement à Fujitora, Sengoku ne viendrait jamais s'allier avec des pirates, car ce n'est tout simplement pas dans ses codes. Cependant, ce qui le différencie de la marine des Kainu, c'est le fait que son but premier en tant qu'amiral était de protéger les populations. À Marineford, à la suite de la mort d'Ace, Sakazuki voulait continuer de massacrer les pirates de Barbe Blanche. Mais Sengoku est intervenu, en arrêtant la guerre suite à la provoque de Shanks. Bref, Sengoku a une justice qui semble plus souple que celle de la marine actuelle. Garp. Il est quasiment certain que s'il y a un choix à faire entre deux parties pour Garp, il ira avec les Néo-Marines, pour protéger son petit-fils et aller avec des personnes comme Sengoku qu'il considère comme son ami, plutôt que de se ranger dans les rangs des Kainu qui a transpercé de Magma, celui qu'il considérait comme son propre petit-fils. Smoker, Tashigi et la base J5. On les met tous ensemble car le J5 a fait une alliance avec les Mugi et Law sur Punk Hazard pour arrêter Caesar. Mais plus précisément, pour Smoker, il a les mêmes idéologies que Fujitora et lui porte un très grand respect. Pour ce qui est de Tashigi, elle est sous ses ordres et elle lui fait entièrement confiance. Elle le suivra donc où qu'il aille, et Smoker n'est pas contre la suppression des Shishibukai, ce qui le rapproche des idéaux de Fujitora. Kobe et Hermep. Ici, on va retrouver un peu le même schéma qu'avec Smoker et Tashigi. Ces deux-là sont inséparables, donc il ne fait aucun doute que si Kobe venait à rejoindre la Néo-Marine, Hermep le suivrait, surtout si Garp en est aussi. Pour ce qui est de Kobe, il a pour objectif de devenir amiral. Seulement, Akainu l'a dans le collimateur, étant donné qu'il l'a empêché de finir son travail à Marineford. Kobe, pour réaliser son rêve, devra rejoindre ce nouveau mouvement. Ne pas oublier le plus important, il sait désormais que la marine peut être mauvaise, comme il a pu le voir avec le colonel Morgan, et il est totalement contre ses principes. Il reste bien une personne dont on ne connaît ni le visage, ni les intentions, c'est Ryokugyu, l'amiral recruté en même temps que Fujitora. Ensuite, vous devez certainement vous demander, pourquoi une néo-marine viendrait à se créer? Premièrement, il n'est pas nouveau que la marine accueille deux façons bien différentes de rendre la justice, celle dite plus souple et celle dite très ou trop rude, ce qui causera notamment le conflit Aokiji-Akainu. Aujourd'hui encore, les différends persistent et la justice très autoritaire d'Akainu reste contestée. Un des grands atouts actuels du gouvernement est le système des Shishibukai, les pirates obtenant le droit de piller en toute liberté, mais qui doivent en cas de conflit se ranger du côté de la marine, comme à Marineford par exemple. Seulement il part en couille ce système. Sur tous les Shishibukai rencontrés jusqu'à maintenant, c'est-à-dire Crocodile, Moria, Jinbei, Kuma, Doflamingo, Hancock, Mihawk, Teach, Law, Baggy et Weeble, c'est pas compliqué. T'en as deux qui ont profité de ces privilèges pour créer des organisations secrètes que la marine n'aurait surtout pas approuvées. 4 ont trahi la marine pour aider les Mugi, on pourrait y ajouter Mihawk car il a entraîné Zoro, mais à voir si on peut bien considérer ça comme une trahison. On voit bien que ce système est défectueux, non mais sérieux, la marine est tellement désespérée qu'elle a recruté Baggy, et qui est le mec au gros nez qui se décapite lui-même. Enfin bref, ce sont tous ces problèmes qui justifient également le désaccord de Fujitora et des possibles futures néo-marines. Et justement, un événement mondial, la rêverie va se produire dans très peu de temps. Cette réunion permettra à Fujitora de partager son désir d'abolition des capitaines corsaires. Il va certainement trouver des alliés de circonstance qui prendront parti. Il peut s'agir du royaume d'Alabasta et celui de Dressrosa, qui ont tous deux été manipulés par des Shichibukai, ce qui appuie notre théorie sur Vivi, qu'on vous invite à aller checker. Vous pouvez vous poser une nouvelle question. Quand cette marine se créera? Il est clair qu'une nouvelle marine avec de nouvelles règles, de nouveaux dirigeants et un nouveau système ne se crée pas d'un simple claquement de doigts. Plus sérieusement, si cette nouvelle marine veut voir le jour, ça va devoir passer par la suppression de l'ancienne marine. Akainu, en étant l'amiral en chef, ne se laissera certainement pas humilier de la sorte, il se battra pour la conserver. Et Oda nous a déjà teasé un événement où la marine sera impliquée ainsi que toutes les autres organisations de ce monde d'ailleurs. Pirates, gouvernement mondial, armée révolutionnaire, etc. À partir de ce moment, on rentre dans la pure supposition car on n'a aucune information sur cette future grande guerre. Donc si on part du principe que la marine est impliquée dans cette guerre, elle devra se frotter aux pirates qui y sont également impliqués, comme les Mugiwara par exemple. Il pourrait y avoir quelques exceptions. Mais à l'inverse, on pourrait aussi voir Baggy et Bo Hancock, normalement alliés du gouvernement mondial, retourner leur veste. Tous ces changements de parti pourraient bien déstabiliser la marine. De plus, les Mugi et les autres pirates impliqués auront gagné en puissance et en s'alliant, ils pourraient bien venir à bout des hauts gradés de la marine et même des amiraux. On parle pas trop du conseil des 5 étoiles et des CP car en principe ça devrait être l'armée révolutionnaire qui s'en charge. Enfin bref, cette guerre pourrait bien entraîner la chute de la marine et du gouvernement actuel afin de ne pas tomber dans un chaos total où les pirates viendraient à régner en l'absence de la marine et du gouvernement mondial. Il faudra bien quelqu'un ou quelque chose pour calmer ces pirates. Quelque chose comme une néo-marine qui prône les idéaux de ses fondateurs, comme Fujitora ou Aokiji. Avec pourquoi pas un Kobe amiral, c'est qui réaliserait son rêve. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, réflexion sur la justice de One Piece et la théorie en rapport, donc sur la néo-marine. Si ce format combiné de vidéos vous plaît, faites-le savoir dans les coms et en laissant un traditionnel Gomu Gomu no pouce bleu. Et bien sûr, si vous voulez nous suivre dans notre aventure, vous pouvez également vous abonner. Allez, bye!